Nous sommes le mardi 14 juillet, double actualité, je vous le disais, ici en France, en ce jour de fête nationale. Chômé, Emmanuel Macron a clos ce matin une séquence pour lui en tant que chef des armées. Il assistait tout à l'heure à son 10e et dernier défilé. Une parade au format XXL, je vous le disais, aux côtés de ses alliés européens. 24 chefs d'État et de gouvernement européens, dont le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Une séquence pour illustrer notamment le réveil stratégique européen. C'est l'Élysée qui le dit, hein, pas moi. Double temps fort, donc, puisque les Français vont revenir aussi, ça sera ce soir, sur l'état de menace intérieure, commémoré dans la douleur, ces 10 ans, 10e anniversaire des attentats de Nice. Bonjour Frédéric de Berthier-Grandy, merci d'être avec nous. Vous êtes docteur en histoire, lieutenant-colonel de réserve près du gouverneur militaire de Paris, co-auteur de l'ouvrage L'histoire du défilé militaire du 14 juillet à Paris depuis 1880. Merci d'être à nos côtés. On va se rafraîchir la mémoire pour ceux qui ne s'étaient pas réveillés assez tôt ce matin. Il y en a qui ont fait la grasse mat, quoique les Français prennent plaisir à regarder ces images chaque année et peut-être encore plus aujourd'hui. Je vous le disais, une parade au format XXL conséquente qui aura d'ailleurs un peu débordé sur le programme. On vous laisse découvrir de nouveau ces célébrations, cette parade, le traditionnel défilé du 14 juillet français commenté par nos confrères de France 2. Regardez. Dernière descente des Champs-Élysées dans le fameux commande-car, aux côtés du chef d'état-major des armées. Dernier passage des troupes en revue. Dernière apparition en chef de guerre. Pour son 10e et ultime 14 juillet, Emmanuel Macron a souhaité un défilé version XXL, comme une vitrine de sa politique étrangère. Premier symbole, lorsque les 9 Alpha Jets de la patrouille de France ouvrent le défilé aérien, c'est entouré de 2 Mirage 2000, pilotés par des binômes franco-ukrainiens. Dans la tribune présidentielle, aux côtés de 25 chefs d'État étrangers, Volodymyr Zelensky en invité d'honneur. Le président ukrainien qui applaudit comme le public ces 25 militaires venus de Kiev. Saluer aussi les 500 soldats de la coalition des volontaires, prêts à se positionner en cas de cessez-le-feu en Ukraine. Dans la foule, nombreuse, qui se presse sur les Champs-Élysées, de l'admiration et de la gravité. L'audace à la française, voilà, surtout en cette période d'enjeux stratégiques importants et de nécessité de mettre en avant nos forces. Dans le temps qu'on traverse avec toutes les guerres autour de nous, il faut que la France affirme qu'elle est aussi une grande puissance. Une démonstration de force placée sous le signe du réveil européen selon l'Élysée. 6700 soldats, dronistes, marins, 98 avions, 31 hélicoptères au-dessus de Paris. Un nombre record, toutes les forces impliquées dans la défense à l'est de l'Europe. Et l'émotion des familles des militaires. Pour l'instant, je suis là pour voir mon fils, je l'ai vu, c'est beaucoup de fierté, beaucoup de fierté. Dans les contextes qu'on a et qu'on connaît au niveau du monde, c'est peut-être important, peut-être aussi un peu inquiétant, sûrement nécessaire aussi. Pour le final, une ultime Marseillaise. Et une photo pour l'histoire, autour de Volodymyr Zelensky, l'Europe unie. Voilà, un mot de cette séquence, je crois que vous avez suivi à distance, mais que vous avez suivi, je riais en disant, peut-être certains faisaient la grasse mat, mais non, les Français quand même prennent plaisir à regarder ces images, que ce soit chez eux ou à l'extérieur, de voir l'état des forces de nos armées, peut-être encore plus cette année, vous croyez ? Tout à fait. En fait, le défilé militaire du 14 juillet a toujours le même succès. Il y a eu près de 50 000 demandes pour les tribunes, par exemple, qui ont été faites en ligne. Et cette année, en plus, c'est assez particulier parce que c'est un défilé qui est, comme vous dites, XXL en vue de la préparation, de la montée en puissance dans le cadre d'un conflit à haute intensité. Donc, on a montré à peu près de manière pédagogique, en fait, les capacités françaises à pouvoir être présentes et à pouvoir réagir. Donc, à chaque fois, il y a eu un bloc mêlée, un bloc appui, un bloc soutien. Donc, on a montré toute la capacité, le spectre, en fait, capacitaire français à pouvoir intervenir en cas de conflit.
Il y a une vraie volonté d'affichage, et ça ne date pas que d'aujourd'hui, de ce 14 juillet. Ça fait des mois qu'on entend cette petite musique. La France se réarme. On a d'ailleurs consacré une série à ce sujet, comment la France met à l'honneur ce réarmement, ses troupes aussi, et puis cette capacité à s'entraîner. Là, vous parlez de combat de haute intensité. Moi, ça me fait penser à Orion 26. J'ai participé à ces exercices militaires. On est dans un contexte particulier, une année forte, comme on dit. Alors, c'est traditionnel pour le 14 juillet. Il a été créé pour ça en 1880, pour montrer à l'Allemagne que nous étions prêts à nouveau à entrer en guerre si c'était nécessaire. Et là, depuis 5 ans maintenant, avec l'Ukraine, forcément, on sent les menaces aux portes de l'Europe. Et depuis 2 ans, le Royaume-Uni et la France ont décidé avec leurs alliés, de réorganiser la défense européenne. Et à défaut, si les États-Unis nous faisaient faux bond, d'être présents et de pouvoir défendre nos frontières. Oui. Avec cette marche, cette ouverture de la parade de la coalition des volontaires, ça c'était un symbole fort ce matin. Un symbole très fort, effectivement, parce qu'ils étaient tous là. Y compris dans la tribune, il y avait 24 pays comme vous l'avez souligné, sur les 35 en fait alliés qui sont en Europe. Donc c'est de montrer que nous sommes prêts, que nous sommes entraînés, nous nous entraînons et nous entraînons aussi les troupes alliées. Pour exemple, la patrouille de France a survolé les Champs-Élysées, escorté de 2 Mirages dans lesquels les copilotes étaient des Ukrainiens en formation. Donc tout ce qui est soutien, formation n'est pas oublié. On le voit très bien avec les écoles techniques notamment, la jeunesse n'est pas oubliée. Tout ce qui est formation à la fois en France, mais auprès de nos alliés étrangers, a été présenté lors du défilé. L'Ukraine à l'honneur avec Volodymyr Zelensky et son épouse au cœur de ce dispositif. Aujourd'hui, on se souvient, parce qu'on n'arrête pas de répéter, que c'est le dernier défilé en tant que président français pour Emmanuel Macron, qui est aussi le chef des armées. On se souvient qu'il avait invité Trump au tout début. Tout à fait. Alors, ça clôt la séquence, là. Certains disent qu'il n'y a pas eu peut-être d'invitation de lancer pour les États-Unis. Je pense que pour ce défilé, le message était surtout de montrer que l'Europe pouvait se défendre seule, était prête à se défendre seule, s'organiser sans les États-Unis, malheureusement, dans le cadre de l'OTAN. Il y a eu aussi le clin d'œil cette année. C'est un sujet sensible, pardon, mais c'est une question que j'ai beaucoup posée aux militaires français que je rencontrais, et pas que, parce que sur Orion 26, il y avait des Espagnols, des Allemands, il y avait toutes les nationalités en fait au sein de l'OTAN. Il y avait un peu d'Américains, on m'a dit, mais moi je les ai pas trouvés ces Américains. Le désengagement américain, à chaque fois que je posais la question, sans eux on n'est rien. Est-ce que c'est un sujet pour vous aujourd'hui? C'est vrai qu'on bottait facilement en touche. Malgré tout, c'est une vraie préoccupation quand même pour nos armées aujourd'hui. C'est une vraie préoccupation dans le sens où nous sommes en plein effort de réarmement. Donc nous avons, comme on dit, un échantillon de chaque outil, je dirais, de la défense. Mais les Américains, effectivement, apportaient, avec leur budget, avec leur armement, le vecteur principal en fait, de la défense en Europe à travers l'OTAN. Donc il faut maintenant que les Européens s'organisent, financent eux-mêmes ce réarmement. On voit très bien l'effort fait par les Allemands, qui est un des principaux pays au cœur de l'Europe qui a le plus investi ces derniers temps. La France suit, a du mal à souvent faire voter ses budgets, justement. Donc il y a tout un... C'est passé pour l'actualisation de loi militaire le 1er juillet dernier. Finalement, le Parlement a donné son feu vert. Ça, c'est un succès pour l'État français. C'est passé, c'est un succès, mais ça s'est fait dans la douleur. Donc il a fallu du temps, mais c'est passé. Les Français, je pense, sont tout à fait conscients maintenant qu'il y a des enjeux sur nos frontières, des frontières de l'Europe. Et la guerre en Ukraine, maintenant, a dépassé la guerre de la Première Guerre mondiale. Nous sommes à 5 années de conflit, avec bien sûr les blessés et les morts que ça engendre. Donc je pense que tout le monde en a conscience. Voilà, une journée comme celle-ci, c'est aussi une journée pour rendre hommage aux victimes des conflits, aux soldats français morts, tombés pour la France. Il y en a eu cette année encore. Il y en a eu encore cette année, mais c'est aussi également pour tous les militaires qui sont sur tous les fronts. Je pense notamment à Maxime, ce jeune pompier qui est mort à 22 ans il y a quelques jours, en Savoie. Il n'y a pas que les militaires dans le sens armes, il y a aussi tous ceux qui servent pour la nation et qui protègent la nation. C'était aussi un des messages de ce défilé. Vous aviez beaucoup de composantes en fait, qui étaient là pour la cyberdéfense, par exemple, la cybercriminalité. Je pense au général Petri qui était là avec l'unité nationale de la police judiciaire, qui est une unité très récente, créée en 2025, qui s'est fait connaître, souvenez-vous, avec le patron de crypto-monnaie qui s'était fait enlever. Donc la lumière a été faite en fait sur cette unité, et vous aviez beaucoup d'autres, tout ce qui était le commandement aussi de cyberdéfense qui était présent. Vous aviez beaucoup de choses qui étaient en soutien, qu'on voit rarement en fait lors d'un défilé. Ce défilé, plus que les autres, c'était l'occasion de montrer au reste du monde. Alors il y avait peut-être 2 destinataires, les Russes et les Américains, c'est ce que vous sous-entendiez. Et je vous rejoins assez, qu'on est prêt, qu'on a de la matière, des hommes, du matériel aussi.
Tout à fait. Il y avait dans ce défilé, comme à chaque fois, on en profite pour faire une présentation du nouveau matériel lors du défilé. Mais cette fois-ci, on s'est aperçu que, quelles que soient les unités, les nouveaux matériels arrivent, que ce soit les Griffons, les Centaures. Il y a aussi un renouvellement de matériel. C'est une question de génération. Un matériel en France a vocation de durer 30, 40, 50 ans quelquefois. Et on arrive à la fin de la guerre froide, le matériel qui a été développé à ce moment-là, et on est face à de nouveaux conflits potentiels. On a beaucoup dit au début de la guerre en Ukraine qu'on avait du matériel mais obsolète et qu'on avait du mal à se renouveler. La fameuse économie de guerre qui a été lancée mais pas vraiment en marche et fonctionnelle. On a du nouveau matériel, mais est-ce qu'il arrive assez vite ? Ça, c'est la vraie question, non ? Alors, la vraie question, c'est justement le soutien aussi de la défense, l'industrie militaire. On en parle fréquemment, que ce soit quelquefois une entreprise qui fabrique des pompes pour les sous-marins qui se trouvent en défaut de paiement. Dernièrement, j'ai vu dans la presse une usine qui fabrique des obus pour les fameux César, les canons français qui sont des canons d'excellence. Mais si on n'a plus d'obus, de munitions, il faut soutenir toute une filière, en fait. C'est le gros sujet, les munitions. Oui. Catherine Vautrin nous disait, il y a un coup d'accélérateur qui est mis. Il y a encore une grande marge de manœuvre. C'est un sujet puisqu'il y a très peu de stocks. C'est lié à une politique depuis quelques années, mais chez nous, comme aux États-Unis, on voit très bien avec le conflit en Iran, ils ont dû faire une sorte de break pendant 15 jours, le temps de reconstituer. C'est nous qui sommes sur le continent européen, oui, pardon. Oui. Mais donc pour nous, nous accusons quand même 40 ans de démilitarisation dans nos pays, et il faut reconstituer à la fois le matériel, qui était obsolète, comme vous dites, et puis surtout les munitions, ce qui suit après. Donc il y a quelquefois des montées en puissance d'entreprises qui reprennent en fait avec un carnet de commandes venant de l'État, mais quelquefois, il faut reconstruire des filiales. Voilà, tout simplement. Donc il y a beaucoup de chemin quand même à parcourir et qui reste à parcourir. Vous disiez la jeunesse mise à l'honneur, c'est évidemment un enjeu, c'est important. L'État français qui entend gonfler les rangs de la réserve et puis qui va lancer aussi à la rentrée le service national volontaire destiné aux jeunes 18-25 ans. Tout à fait, c'est un nouveau volet. En fait, l'armée cherche à avoir 48 000 réservistes en 2030. Nous sommes à peu près à 30 000 réservistes actuellement, donc il y a aussi un enjeu de recrutement, de séduction quelque part envers la jeunesse, en direction de la jeunesse. Mais grâce à des images comme celle-ci, comme celle du 14 juillet. Oui, tout à fait, parce que ça monte, ça peut créer des vocations, premièrement, mais c'est surtout, il faut expliquer, c'est pour ça que c'est un défilé qui était très pédagogique, à quoi servent en fait nos armées réellement. Un soldat est là aussi pour protéger la population, on l'a très bien vu lors des JO, on a beaucoup apprécié le plan Sentinelle avec les chasseurs alpins notamment, qui étaient tout à fait repérables avec leur tarte sur le visage. Donc oui, les Français s'aperçoivent qu'il y a tout un côté défense en fait de la population et de soutien. Vous me faites le pont là pour cette double actualité en cette journée de 14 juillet plutôt très chargée, puisqu'un soldat, ça vise aussi à protéger la population française, parfois sur son propre territoire, parce qu'on parle beaucoup de menaces extérieures venues de l'Est, mais on l'a vu par le passé, la menace, elle vient aussi jouer sur nos propres terrains. Les Français qui vont commémorer dans la douleur ce soir les 10 ans des attentats de Nice, terrible séquence. Je vous rappelle ce bilan, 86 morts, plus de 450 blessés quand au volant d'un camion de 19 tonnes, un Tunisien de 31 ans a foncé sur la foule qui s'était rassemblée justement pour célébrer ce 14 juillet le feu d'artifice donc à Nice. On va regarder quelques images, retour sur les faits avec Alice Broga et Marc Pope, et puis on y reviendra juste après. Regardez. 22h33, le 14 juillet 2016 à Nice. Près de 30 000 personnes viennent d'assister au traditionnel feu d'artifice sur la promenade des Anglais. C'est à ce moment-là que le terroriste Mohamed Laouedj Boulel lance sa course mortelle. À bord d'un camion frigorifique de 19 tonnes, ce Tunisien de 31 ans force le barrage de sécurité et fonce droit sur la foule, créant un mouvement de panique. Après une nuit d'horreur, le procureur de la République s'exprime. Le terroriste a tiré à plusieurs reprises sur 3 policiers à hauteur de l'hôtel Negresco. Les policiers ont répliqué et ont poursuivi le camion qui a cependant réussi à rouler encore sur près de 300 mètres. Les policiers sont parvenus à le neutraliser par des tirs à hauteur du palais de la Méditerranée. Le terroriste a été retrouvé mort sur le siège passager. Le bilan est très lourd, 86 morts dont de nombreux enfants et plus de 450 blessés. Des milliers de personnes sont traumatisées. J'ai assisté impuissante
jeudi, à tout ce qui s'est passé. J'ai vu le camion partir, le camion faucher les gens. Lorsque j'ai pris ma fille dans les bras, le camion est arrivé à 50 cm de sa jambe. Et donc, ce qui nous a permis de nous sauver, quoi. Donc, on s'est jeté sur la plage. C'était horrible à voir. On a vu des gens mourir devant nous à 1 ou 2 mètres d'écart, quoi. Après 6 ans d'instruction, un procès hors norme avec 1200 parties civiles s'ouvre en 2022 devant une cour d'assises spéciale. En l'absence du terroriste, abattu sur place, 8 personnes comparaissent pour leur implication dans l'attentat. 6 sont condamnées à des peines de 2 à 12 ans de prison pour des infractions de droit commun. 2 autres, Mohamed Grayeb et Chokri Chafroud, sont condamnés à 18 ans de prison pour association de malfaiteurs terroristes. Un verdict attendu durant 6 ans par les parties civiles. Il y en a qui se vont se sentir apaisés. Après, moi, personnellement, la colère, elle sera toujours là parce que nous, notre vie, elle continue et on est obligé de vivre avec. Donc, il y aura toujours des instants de colère. Aujourd'hui, la justice n'a toujours pas fini son travail. Une autre procédure est en cours pour déterminer les éventuelles failles dans le dispositif de sécurité mis en place ce soir-là. Une enquête qui s'éternise, déplore les associations de victimes, 10 ans après l'attentat. Et voilà, on va aller donc prendre le pouls à Nice, où que va rejoindre Emmanuel Macron et plusieurs membres du gouvernement d'ici à ce soir pour cette séquence mémorielle, cérémonie prévue à 18h, heure de Paris. La journée a quand même commencé déjà par un défilé républicain ce matin sur la place Masséna, théâtre habituel des parades du carnaval, aux côtés des militaires, policiers, pompiers, SAMU. Ils ont été ovationnés ce matin par le public, pour l'essentiel des familles de victimes. Et on a aperçu notamment Marine Le Pen qui a été invité par son allié Éric Ciotti, maire UDR de Nice. L'heure sera à l'unité ce soir, on l'espère, lors de cette cérémonie, cette séquence. Peut-être cette séquence avec une trêve politique. C'est ce qu'on appelle David Gilbert qui se trouve sur place sur la promenade des Anglais. Je vous aperçois, David. Bonjour, vous êtes notre envoyé spécial et vous allez nous faire vivre ce soir, pendant notre édition spéciale, ce temps fort de recueillement, bien sûr. On voit que la journée, la séquence mémorielle a peut-être déjà commencé à Nice. Effectivement, alors ça va quand même monter en intensité. Alice Broga, dans son sujet il y a quelques instants, a rappelé les faits qui se sont déroulés ici derrière moi il y a 10 ans, jour pour jour. Elle a rappelé le traumatisme. Et alors évidemment, ces commémorations organisées aujourd'hui ne feront pas disparaître ce traumatisme, mais l'idée était quand même de marquer le coup avec des cérémonies très fortes, présidées, vous l'avez dit, par Emmanuel Macron, qui à l'heure où on se parle doit être en vol depuis Paris, où il a assisté, vous en avez parlé précédemment, au défilé militaire sur les Champs-Élysées. Il sera là aux alentours de 18h. À 18h, la cérémonie mémorielle commencera de l'autre côté du boulevard que vous pouvez voir derrière moi, sur la place Masséna, avec environ 800 invités qui seront conviés sur cette place. La cérémonie débutera par la projection d'un film pour rendre hommage aux victimes. Ensuite, il y aura une jeune élève du Théâtre National de Nice qui viendra lire un poème de Lamartine, et puis suivra une mise en scène qui devrait être forte en émotion, avec 86 chaises disposées en arc de cercle, sur lesquelles 43 enfants et 43 primo-intervenants, c'est-à-dire des gens qui sont venus aider les victimes le jour de l'attentat, viendront chacun à leur tour déposer un rameau d'olivier. Ensuite, la patrouille de France devrait survoler la cérémonie, et puis suivre la cérémonie qui se terminera par des discours à la fois des associations de victimes, du maire de Nice Éric Ciotti, et puis enfin du président Emmanuel Macron. Ça, ce sera la première partie des commémorations, et puis tout le monde se retrouvera ensuite en deuxième partie de soirée avec un concert philharmonique suivi d'un spectacle de drones, et puis finalement ça sera la projection de 86 faisceaux lumineux dans le ciel de Nice au-dessus de nous, une projection qui a lieu déjà depuis 2017 chaque année à 22h34 exactement, l'heure à laquelle le camion a été stoppé sur la promenade des Anglais qui se trouve donc derrière moi. Merci beaucoup David Gilbert, qu'on retrouvera donc ce soir au cours de cette édition spéciale. Je vous invite à nous rejoindre dès 18h15 heure de Paris. Avant cela, un mot, la criminalité et le terrorisme qui prennent différents visages. On le disait juste avant, il y avait cette unité du général Pétry mise à l'honneur pour ses services ce matin. Il y a un pont qui est fait entre ce qui s'est passé ce matin et ce qui va être commémoré ce soir, une journée de deuil pour les Français.
Tout à fait. En fait, le défilé du 14 juillet, c'est la liesse de la nation. La nation fait corps autour de son armée. Or, c'est le général de Gaulle qui l'avait voulu à l'époque, qui avait voulu faire de cette journée une journée d'unité nationale. Tout à fait. Donc la nation va à la rencontre de ses armées, connaît mieux ses soldats. Mettons-nous à la place de ces personnes qui ont connu le triste événement de Nice. Ils vont dans la liesse fêter le 14 juillet, se retrouvent victimes d'un attentat. 86 victimes à l'issue, plus 400 blessés. Donc c'est un drame énorme pour une ville comme Nice. Donc il ne faut pas effectivement oublier aussi ceux qui sont blessés, qui sont souvent soignés aux Invalides. Il n'y a pas que des militaires, c'est tous ceux qui sont victimes du terrorisme. C'est pour ça aussi qu'il y a un énorme travail de fond, de renseignement fait par la gendarmerie comme les militaires pour empêcher que ça arrive. Il y a beaucoup d'attentats qui sont régulièrement déjoués. On a retrouvé récemment des armes de guerre dans un véhicule pas très loin de Paris. Tout à fait. Donc, que ce soit des armes, que ce soit les moyens de financer aussi la guerre par toutes sortes de trafics. C'est le but de la gendarmerie notamment. Donc, il y a toute une action de renseignement. Après, il y a tout ce qui est cybercriminalité. Des réseaux sont démantelés assez régulièrement et font la une des journaux, que ce soit des réseaux pédophiles, que ce soit des réseaux, comme vous dites, de vente d'armes, de trafic divers. Donc il y a tout un travail qui fait partie de l'ombre, que l'on ne voit pas, mais qui fait régulièrement les grands titres. Je ne sais pas si David est toujours avec nous, mais David qui n'est plus avec nous, mais qui nous reparlera ce soir de cette grande émotion, évidemment toujours présente à Nice. 10 ans après, ça fait partie de... C'est fait pour ça aussi, ces moments de commémoration. Se rappeler, ne pas oublier que 10 ans sont passés, mais que l'émotion, elle est toujours présente au cœur de la nation et au cœur aussi de l'État français. Les commémorations sont typiquement faites pour ça, que ce soit dans le cadre d'un conflit ou d'un attentat, c'est de rendre hommage aux victimes et aussi de se rappeler quels furent les événements. Il ne faut pas oublier que de plus en plus on en parle, mais d'un point de vue santé, on parle beaucoup d'événements post-traumatiques. Donc des personnes sont toujours suivies depuis 10 ans à Nice pour ces faits. Donc il faut les aider, il faut les soutenir. Donc ce genre de commémoration permet justement à la nation de faire corps autour d'eux. On disait tout à l'heure dans le Club du Mondial, qui est notre rendez-vous dédié à la Coupe du Monde, qu'il y aura aussi une minute de silence ce soir à Arlington, au même moment, en parallèle de ces commémorations à Nice, en plein Dallas. Les joueurs le stade vont observer une minute de silence en mémoire des victimes. C'est assez inédit pour la FIFA d'avoir accepté quelque chose comme cela. C'est Emmanuel Macron qui a fait part de cette demande. C'est un moment important. Tout à fait, c'est un moment important parce que tout le monde doit être derrière l'équipe de France ce soir. Mais c'est très bien que la FIFA ait accepté que pour un pays, puisque c'est un événement international, qu'un pays comme la France puisse rendre hommage à ses victimes. Un dernier mot peut-être, puisqu'on va commémorer une séquence douloureuse ce soir. Qu'est-ce qui a été fait depuis cet attentat de Nice? C'est vrai qu'on parle beaucoup plus ces derniers mois et même ces dernières années, depuis le début de la guerre en Ukraine, de l'état de la menace extérieure, d'à quel point nous sommes menacés par l'extérieur, nous, Européens, et beaucoup moins de cette menace qui avant était une vraie réalité, une vraie contrainte pour les Français, le terrorisme intérieur. On n'en parle plus. C'est le signe de quoi? Justement, ce matin, on parlait du général Pétry. C'est typiquement, au contraire, le cas. En 2025, on a créé l'unité nationale de police judiciaire. C'est pour montrer qu'on organise les choses derrière. On structure justement tous les services de renseignement, tous ceux qui peuvent apporter de l'information pour lutter contre des attentats ou ce genre de menaces. Donc, au contraire, il y a une réelle prise. Il y a une prise à la fois pour les victimes, on en parlait pour tout ce qui est post-traumatique, mais il y a une prise aussi pour tout ce qui concerne le renseignement et devancer ce type d'action. Donc les moyens sont toujours là et n'ont pas été laissés de côté au profit de la menace extérieure. Les moyens sont toujours là et sont de plus en plus structurés.